Bienvenue à Monaco, c'est 2,2 km d'une principauté qui fait rêver. On y sera à la recherche d'entrepreneurs, de personnages étonnants qui vont vous faire découvrir le lifestyle de Monaco. Le monde du business, mais aussi ce mode de vie très particulier qui fait que la principauté de Monaco, Monte-Carlo, est connue du monde entier. Monseigneur, merci de nous recevoir dans ce palais de Monaco. Ce film va raconter, c'est une galerie de portraits de gens qui ont choisi Monaco, à la fois pour son attractivité économique et aussi pour son lifestyle. C'est au fond un terreau économique pour les chefs d'entreprise. On connaît la principauté pour son aspect glamour, on connaît moins la principauté comme fleuron économique avec un budget positif sans dette déjà. Une exception en Europe. Absolument. Si vous voulez, l'équilibre budgétaire est indispensable pour d'abord pour la bonne santé des finances de l'État, mais pour aussi notre indépendance financière. Le fait que nous ayons signé des tas d'accords avec plus de 40 pays sur la transparence fiscale et bien sûr de lutte contre le blanchiment d'argent, eh bien, nous a donné cette assise, et d'autant plus que ça offre aussi des opportunités d'investissement en principauté. Le groupe Dietzmann, installé à Monaco depuis plus de 40 ans, présent dans plus de 60 pays avec plus de 6000 employés, est un des leaders mondiaux de la maintenance de plateformes pétrolières, minières et centrales électriques. Mes amis m'appellent Peter, mes ennemis m'appellent Monsieur Kuteman. J'ai créé la société Dietzmann en 1977 en Pays-Bas et nous garantissons à le client la disponibilité champ de production. Ça, c'est notre métier de corps spécialiste de maintenance technique d'installation de production continue pour le pétrole et le gaz et d'électricité et des minières. Par exemple, on travaille en Angola, Congo, Gabon, Nigeria, mais aussi Libye, Irak, Russie. Nous sommes ici à Konakovskaya, c'est une ville de 150 km de Moscou. Cette centrale électrique fait de l'électricité et de l'eau chaude pour chauffage de la ville pour Moscou et l'environ de Moscou. Mon père est un visionnaire et un entrepreneur pur sang. Nous avons à apprendre beaucoup de choses de lui. Dietzmann était toujours là et on savait d'où on peut manger. Il a toujours dit, si ça va bien avec Dietzmann, ça va bien avec nous. Si ça va pas bien avec Dietzmann, nous avons un problème. Alors, c'était toujours là. Les deux filles, ça c'est Anouchka, ça c'est Germaine. Ça sont les successeurs dans le futur de société. On a commencé en 2001 et à partir de 2002, on a gagné des contrats qui se sont multipliés jusqu'en 2010. Et en 2011, on a fait l'acquisition d'une société russe appelée REP Engineering qui travaille dans 4 centrales électriques russes, une au nord de Moscou, celle que vous avez vue, 2 autour de Yekaterinbourg et une dans le Caucase. À Monaco, vous êtes très bienvenus et très bien vus. Le gouvernement apprécie beaucoup notre contribution à la vie économique à Monaco, mais il y a aussi beaucoup de philanthropie à Monaco. Je crois à Monaco, en philanthropie, très important. Ce n'est pas toujours connu. Je crois que tous les résidents qui veulent, ils doivent contribuer aussi à cette image de Monaco. Ça, c'est une photo prise à le circuit de Castellet, Port-Ricard. Dans mon époque, j'étais pilote automobile dans la FIA-GT. On a fait des essais et le prince Albert à côté de moi, parce que le prince était toujours très sportif et très rapide dans la voiture. J'étais étonné le temps qu'il a fait au circuit. La principauté de Monaco est un pays avec un régime politique particulier, qui est la monarchie héréditaire et constitutionnelle, et qui assure une grande stabilité au système politique. Le budget de l'État monégasque, c'est environ 1,2 milliard de recettes et un petit peu moins de dépenses, un budget à l'équilibre, voire excédentaire. Un pays qui ne connaît pas l'endettement, un PIB
qui en 2015 a dépassé les 5,5 milliards d'euros et qui au cours des 10 dernières années a connu une croissance moyenne de 4% par an. C'est quasiment une croissance à l'asiatique sur les bords de la Méditerranée. Depuis 3 décennies, l'Université internationale de Monaco forme des étudiants du monde entier au métier du luxe et de la finance. I'm from New Delhi, India. I'm from Bucharest, Romania. La Chine. Switzerland. America. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Je suis monégasque, donc je suis dans mon pays, on va dire. Je suis en master finance, spécialité banque privée. I'm very focused on the leisure industry, the luxury leisure industry. Je suis en 2e année de BBA, donc bachelor et en business administration. Je suis de base passionné par finance et Monaco était vraiment un endroit très stratégique pour poursuivre dans ce domaine, en fait, tout simplement. It's emblematic in the world. It's a very special place. It's a tiny country, smaller than Switzerland, but very international, very multicultural. I really couldn't find any reason for not choosing Monaco. Cette université, elle est à l'image de la principauté. Elle est très, très internationale. La marque Monaco elle-même est quand même très attractive, en particulier dans certaines régions du monde. C'est une école de management, mais elle s'est spécialisée sur les grands savoir-faire reconnus à Monaco, puisque c'était la logique. Qu'est-ce qui va faire qu'un étudiant vient de Chine, d'Inde, d'Amérique ou d'Allemagne pour faire ses études à Monaco? Notre master est dédié aux élèves intéressés à rentrer dans les domaines du luxe dans plusieurs secteurs, surtout la mode et les accessoires, les bijoux, les montres, les hôtels, bien sûr. Une autre chose très importante, c'est la relation qu'on a avec les professionnels et la principauté. On a eu des partenariats assez forts, on a des collaborations assez fortes avec les marques. C'est une chose très appréciée par les élèves. Alors, je suis en charge des carrières, des services des carrières, des relations avec les entreprises, des partenariats avec les entreprises, et puis de ce qu'on appelle Executive Education, c'est la branche formation continue de l'université. L'une des spécificités, enfin c'est une des choses dont je suis plus fière par rapport effectivement à ce qui a été développé ici, c'est ces interactions multiples avec le monde professionnel. Ce matin, on était invité l'AMAF, donc l'association monégasque des activités financières, organisait un colloque et on a eu la chance donc d'avoir une intervention avec le ministre des Finances lui-même. Et donc il y a vraiment un microcosme géographique, mais aussi au niveau des acteurs, qui est très intéressant et qui, je pense, est assez unique. Je suis donc professeur de management, intervenant extérieur. Je suis en fait directeur général d'une grosse entreprise à Monaco, une entreprise d'origine chinoise. Et j'ai commencé à intervenir à l'université il y a environ 5 ans. Et mon rôle, c'est vraiment de faire un petit peu le pont entre le côté académique, qui est important, mais comment utiliser ces compétences, utiliser ces connaissances dans la vie réelle, en fait. Le Monaco Yacht Show est le 2e événement après le Grand Prix de Monaco. Organisé dans l'enceinte de l'emblématique Port Hercule, le Monaco Yacht Show est le lieu unique pour venir admirer, visiter et acheter les super yachts exposés par les chantiers navals les plus reconnus au monde. Le Yacht Show, c'est le 2e événement en termes de taille, je dirais, et surtout de retombées économiques pour la principauté après le Grand Prix de Formule 1. Donc le Monaco Yacht Show réunit pratiquement 600 exposants qui viennent de nombreux pays de 4 coins du monde. Et l'exposition à flot regroupe 125 yachts, dont la taille moyenne des yachts exposés atteint 47 mètres. C'est à la fois un événement business pour ce marché de cette industrie du yachting. C'est vraiment une industrie très importante pour la place monégasque. C'est la 4e industrie pour le pays. Ça totalise à peu près 1500 emplois pour la principauté. Et des chiffres que j'ai à ma connaissance, en 2015, ça a représenté 750 millions de chiffre d'affaires. Il est devenu leader de ce monde des salons nautiques mondiaux. Riva, la marque de légende, est présente à Monaco depuis les années 50. Elle perpétue le luxe et l'art de vivre du nautisme. Je dirige Monaco Boat Service, qui est là depuis plus que 50 ans. Moi, je suis arrivée un peu plus tard, mais avant, c'était mon père qui avait mis Monaco Boat Service ici, donc qui avait mis les bateaux Riva à Monaco, soit l'hiver dans un tunnel incroyable creusé dans le rocher. Et c'est lui qui a eu l'idée pour la première fois, qui avait proposé au prince régnier de mettre des pontons dans le port Hercule. Et donc, on a presque 80 bateaux Riva ici, à l'extérieur. On en a beaucoup à l'intérieur aussi. À l'intérieur, c'est des vieux bateaux en bois, en acajou. Et à l'extérieur, c'est plutôt des bateaux plus grands, comme celui-là.
Je trouve que c'est un petit pays, mais très international. Mes filles sont allées à l'école ici et ils ont des amis partout dans le monde, vraiment. Et je trouve que le souhait du prince, c'est vraiment de donner l'idée de l'excellence à Monaco, mais pas seulement l'excellence de l'argent, attention. C'est l'excellence du bien faire, de l'environnement, c'est la recherche, c'est l'art, c'est la musique, donc c'est un petit rêve. Silversea, un des leaders mondiaux des bateaux de croisière haut de gamme, propose des destinations uniques du pôle Nord au pôle Sud en passant par la Riviera. Un Rolls-Royce Silvercar dépassé. Et M. Theravazzi, mon père, on dit ce que nécessite, c'est une Rolls-Royce de la mer. Et c'est de là que c'est parti la Silversea. Il a une vocation touristique et de la mer. Alors, c'est les deux choses que c'est ma compagnie. En plus, nous avons créé une nouvelle division que c'est la Silversea Expedition. Il fait un produit différent. Avec la Silversea Expedition, vous allez dans des destinations remotes. Il n'y a pas de ports, il n'y a pas de villes. Les villes sont petites. Vous descendez avec des Zodiacs. Vous allez à explorer. En final, les destinations du monde, si vous regardez, Monaco, c'est central. Je suis resté ici. Et c'était le paradis de ma vie. Chef au prestigieux Monte Carlo Beach, Paolo Sarri est le premier dans le monde à avoir obtenu une étoile 100% bio au guide Michelin. Là, on est dans l'Olympus, on dit. On a la plus belle vue de Monaco qu'on peut avoir. À Monaco, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. On a la plus haute concentration des étoiles Michelin par mètre carré. Et c'est entre la France et l'Italie. Et on parle de deux cultures agricoles et de deux cultures gastronomiques premières au monde. Quand je suis arrivé, j'ai vu que Monaco il avait besoin d'une solution écologique et biologique. Monaco était resté à l'écoute. Il y a quelques semaines, on était ici à la table du chef à déjeuner ensemble. Monsignor était sensible, il avait envie de voir ses potagers. Je suis parti à le prendre chez lui. On est monté ensemble, on a ramassé la tomate, on s'est fait 2 spaghettis à la tomate ensemble. Il apprécie parce que, en tout cas, lui, il est demandeur de ça. Lui, nous montre la route. Grazie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette visite. Merci. Merci encore. Alors, Paolo, je l'ai recruté il y a 4 ans et demi. Ça a été un coup de cœur. Paolo m'a tendu la perche du bio que je me suis empressée d'attraper. Ce qui nous a amené en 2014 à être récompensés, couronnés au-delà de nos espérances, parce que c'était finalement assez rapide. Le guide Michelin nous a honorés d'une étoile bio et on ne connaît aucun endroit au monde qui la détienne. On était très fiers, on est toujours très fiers, très heureux, parce qu'en plus on a ouvert la voie à plein de choses, à plein de jeunes qui s'engagent dans cette voie. De plus, on présentera un projet qui s'appelle Moses Bio, et c'est un jardin flottant. Donc, encore une fois, Monaco, c'est la mer. Donc, si dans les mètres carrés, on n'a pas plus beaucoup d'espace sur la terre, on va profiter gentiment de la mer. Monaco a toujours accueilli les plus grands laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques. Depuis quelques années, TerraScience est devenu l'un des leaders de la physionutrition. Donc, j'ai fait mes études sur Marseille. J'étais médecin généraliste et ensuite je me suis spécialisé en nutrition. Et de la nutrition est arrivé TerraScience. Mon cursus de nutritionniste m'a permis de rencontrer des patients qui avaient des problématiques de surpoids, des problématiques de déficit en micronutriments, en macronutriments, des problématiques de pathologie. Tout l'axe et tout le travail que fait TerraScience, c'est de former les professionnels de santé à la physionutrition. Nous allons mettre en place donc un diplôme de physionutrition clinique et biologique qui sera ouvert aux médecins et aux pharmaciens. Et c'est une grande première dans la vie des diplômes universitaires. Monaco est un pôle d'activité au niveau pharmaceutique. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont présents. C'est une ville qui est reconnue dans le monde entier. Et par les antécédents de plusieurs laboratoires qui sont sur Monaco, il y a réellement donc une plateforme d'innovation. On a choisi Monaco
dans la mesure où c'est beaucoup plus agréable, on est près de la mer, et puis cet environnement de laboratoire et ce pôle d'excellence qui existe sur Monaco en termes de pharmaceutique et de compléments alimentaires. À quelques kilomètres de Monaco, l'aéroport de Nice accueille le plus grand nombre d'avions privés en Europe. Nous avons rencontré un acteur majeur d'aviation d'affaires très en forme. Je suis italien, je suis né dans une petite ville près de Bologne. Et maintenant, j'habite à Monaco depuis 25 ans. Je représente Bombardier. C'est la première compagnie dans tout le monde entier au niveau des transports, si on considère les avions et toutes les autres choses qu'il fait. Il est aussi très actif dans les avions de ligne. Mais moi, je représente que la partie des avions privés, les avions d'affaires. J'avais commencé comme pilote d'avion. C'était mon boulot principal. J'ai fait ça pour 15 ans, 18 ans, là. Et après, j'ai commencé à les vendre. J'avais choisi Monaco à l'époque parce que c'était une ambiance internationale. À partir du moment que je vends des avions d'affaires, pour moi, c'est la place où il faudrait être pour vendre les avions. Et en plus, il faut dire là que même la météo, là, il est toujours agréable. Alors là, c'est pas mal. Nice, il n'est pas très loin, ça, même minute de voiture là. En plus, si vous voulez, il y a un service d'hélicoptère là, que je pense que c'est le seul service d'hélicoptère dans tout le monde entier. Moi, j'ai jamais vu un service d'hélicoptère comme ça, chaque 10 minutes ou 15 minutes, des hélicos là, qui vont à Nice. Là. Je trouve extraordinaire. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup faire, c'est du vélo. Beaucoup. J'ai fait presque entre 25 et 30 000 km à l'année en vélo. Bravery, intensity, resolution, pain. Race Across America is a venture that pushes all human limits. These races are so extreme that common people will never try. On part de la Californie, on doit arriver sur la côte est des États-Unis. Ils sont 5 000 km et vous avez 12 jours maximum pour la terminer. Ça veut dire qu'on doit pédaler 20 heures par jour et on n'a que 2 heures pour dormir là, pendant la journée, pas plus que ça, sinon vous n'arrivez pas à la terminer dans le temps. I think that this is part of what we learn in the Air Force. Il n'y a que 50% du monde qui a commencé à le faire dans les derniers 20 ans, là, depuis qu'ils sont arrivés à la terminer. Moi, je l'ai fait 6 fois. Si je pars vers 4 ou 5 heures le matin, j'arrive à être ici maximum aux 10 heures. Je suis disponible à travailler. Pour moi, c'est incroyable. Si j'habitais à Paris, à Milan, à Londres, n'importe où, c'est presque impossible. C'est que Monaco qui vous donne cette option de mélanger les deux choses, travailler et faire un sport à un certain niveau. Fondé en 1935, Bell, un des leaders mondiaux de l'aéronautique, a choisi Monaco pour lancer son nouveau modèle d'hélicoptère. Je suis de Marseille, donc j'ai eu une carrière un peu à l'international qui m'a porté un peu partout dans le monde. Je vis aux États-Unis, donc je suis en charge, je suis directeur général des ventes pour Bell. La société Bell, c'est la société historique de l'industrie hélicoptère qui a plus de 10 000 employés, qui rayonne un peu partout dans le monde. C'est une société qui fait à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Monaco est une place unique au monde, en fait, où d'un point de vue culturel, les nationalités qui s'y retrouvent, les différentes personnes. C'est un endroit pour nous qui nous permet d'avoir un rayonnement international. C'est une plaque tournante aujourd'hui de l'économie mondiale. Nous sommes dans un lieu merveilleux à Monaco, sur le port, ici, à l'occasion du Monaco Yacht Show. C'est un grand événement pour nous. On a décidé de faire notre lancement mondial pour une machine unique qu'on a décidé de présenter à nos clients pour la première fois. Et donc, on a fait la cérémonie de lancement de notre nouvelle machine, le Bell 525. Monaco est l'endroit où on doit être. Monaco Legend Group est né d'un autodidacte, promoteur immobilier qui consacre un lieu unique à l'art et aux objets vintage et voitures de collection. En principauté, la voiture a toujours été une tradition et un élément important dans la vie des Monégasques. Depuis les années 20, quand le premier Grand Prix a commencé, chaque année il y a un Grand Prix. On a un automobile club qui s'occupe très bien de tout ce qui est autour de la voiture, de tous les événements. Et après, j'ai essayé de développer cette activité. Moi, je suis né aux États-Unis avec passeport italien.
Et mes parents étaient d'origine d'Égypte. J'ai fait tout type de métier, étant donné que je n'avais pas fait de grosses études, j'avais préféré travailler. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est quelqu'un qui sait mettre la main à la pâte, se retrousser les manches et il a fait en sorte de construire une équipe, de trouver des marchés. Monaco Légende est né, premièrement, d'une passion que j'avais si bien sur la voiture ancienne que la montre vintage, la montre de collection, la malle ancienne et tout objet vintage. Aujourd'hui, j'en fais de cette activité aussi une maison de vente aux enchères, où on a la salle de vente aux enchères incorporée dans nos locaux, avec un élévateur qui vous amène la voiture et qui redescend la voiture. Donc une vente aux enchères dynamique. Je te remercie. Merci à toi. Je juge à 3000. Je suis un acteur qui s'investit en principauté, donc je crois dans ce pays et j'invite tout le monde à venir s'installer, si bien des retraités comme des entrepreneurs. C'est mon premier immeuble que je construis à Monaco en principauté, qui s'appelle Pavillon Diana, comme souvenir à ma maman. En principauté, tous les services administratifs sont très réactifs et donc vous facilitent les tâches pour développer tout type d'activités, ce que je pense que je n'aurais pas pu faire autre part. Aujourd'hui, tout est facile ici. De plus, je suis entouré d'une très bonne équipe, ce qui me permet de pouvoir m'occuper de Monaco Légende comme d'autres activités qu'on a actuellement. Quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur, qui est le sport. Monaco est capitale d'envergure internationale de sport. J'ai baigné dans une atmosphère sportive depuis très longtemps et j'aime beaucoup ces contacts très francs et très directs. Et je pense que c'est le sport qui amène cela. Et il y a tout de suite une complicité quand on sent que quelqu'un a fait du sport de haut niveau, était un peu éduqué avec cette mentalité positive, sportive. Ce soir, il y a un match important contre l'équipe de Tottenham. J'espère que la Principauté, qui n'a besoin que d'un point, fera au moins match nul, mais on espère tous une victoire, permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale de manière encore plus éclatante. Et puis c'est vrai que l'équipe de basket a encore remporté son match hier. Le Prince est allé féliciter les joueurs. On sait à quel point le sport est important pour lui et à quel point il est engagé. Et c'est aussi à cause de cet engagement que nous nous disons ces entités sportives sont pour nous le meilleur vecteur, le meilleur moyen de faire parler de Monaco. J'ai gagné ma demi-finale contre le champion d'Europe et là ma finale contre le meilleur boxeur de Suède. Donc médaille d'or, qualifiée pour les championnats du monde en novembre. Donc voilà, comblé, vraiment. Monaco Mediax gère et organise des événements exceptionnels, aussi différents que le Festival de télévision de Monte-Carlo, le Sportel ou le Salon Imagina Dental. À sa tête, un ancien sportif professionnel qui a rendu tous ces événements incontournables à Monaco. La boxe m'a beaucoup apporté. C'est l'école de la vie. À la base, il y a quand même un certain tempérament à avoir, qui, bon, malheureusement, n'est pas toujours peut-être quelque chose de positif à la base. Hein, parce que bon, moi, j'ai quand même commencé la boxe parce que j'étais un petit peu agressif. Malheureusement, j'avais un comportement un peu turbulent. Et mon père m'avait recommandé d'aller canaliser ça dans une salle de boxe, sans penser que, bien entendu, j'allais faire des combats et faire une carrière, quoi. J'ai eu l'opportunité de rentrer à Monaco Media. Et là, bon, j'ai mis en place certains challenges. Le festival de télévision a été créé en 1961 par le prince Régnier III. Désormais, c'est le prince Albert donc, qui est le président d'honneur. Et moi, je suis le vice-président délégué. C'est une manifestation internationale. Et on invite également 350, je pourrais dire, talents, donc producteurs, réalisateurs, acteurs, actrices, pour promouvoir leur show. C'est une vitrine pour la Principauté. Portel, c'est le plus important marché des droits sportifs au monde. On est leader dans ce domaine. Mais la qualité, je veux dire, les images de sport, c'est magnifique.
Il y a vraiment des images qui peuvent vous faire arriver les larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est une manifestation qui compte économiquement pour la principauté de Monaco. Et au niveau du dental, je m'implique aussi un petit peu dans cette manifestation. Et je pense que cette année, on devrait commencer à avoir un événement qui est bénéficiaire. Et ça, c'est important parce que c'est l'objectif qui est fixé. Monaco accentue ses efforts en matière de transparence fiscale et l'attractivité de Monaco tient aussi du fait que l'état de ses finances est excédentaire depuis 5 années maintenant. C'est ce qui rend très attractif cette place financière pour les sociétés qui ont décidé de s'installer ici dans la principauté. Banquiers et entrepreneurs depuis 7 générations, Edmond de Rothschild est un groupe financier international, familial et indépendant qui intervient principalement dans les métiers de banque privée et de gestion d'actifs. Bonjour. Bonjour, monsieur Ordoni. Tout va bien? Très bien, merci. Pour entrer dans la salle des marchés, il faut un pass. Et là, on va découvrir effectivement ce qu'ils font. Je vous invite. Non, vous continuez à traiter. Vous continuez à traiter, c'est juste fondamental. On n'arrête rien. Et l'euro-dollar, il est comment? C'est bien. Je suis arrivé en principauté de Monaco en 1995 sur les recommandations d'un monégasque qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce pays. À l'origine, j'avais un contrat de 2 ans et ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc c'est dire combien j'ai été séduit par cette principauté dans laquelle je me sens merveilleusement bien. C'est pas simplement une banque, en fait, c'est une organisation de 3 sociétés. La banque, bien sûr, mais une société de gestion qui a la responsabilité de gérer les capitaux des clients qui nous confient un mandat. À côté de ça, il y a une 3e entité qui est Edmond de Rothschild Assurance et Conseil, qui est une société qui est dédiée au tax planning, à l'organisation patrimoniale. Monaco Asset Management est le plus important gestionnaire de fortune privée à Monaco. Pour nous, la spécificité, c'est d'essayer d'offrir quelque chose qui est un peu plus, on va dire, flexible que ce qui peut se faire dans une grande entité ou dans des grandes banques. On peut vraiment appliquer une gestion, une relationnelle un peu plus personnelle, puisqu'on n'a que 150, 160 clients dans notre entité. Il y a évidemment un avantage fiscal à venir à Monaco, mais c'est loin et très loin d'être la seule raison pour laquelle quelqu'un s'installe ici. Je vois semaine après semaine aussi des demandes d'installation de différentes sociétés. Les différents acteurs économiques de différents pays, de différentes régions du monde ont une meilleure connaissance de la principauté et des réalités économiques de la principauté et ont envie de nouer des contacts, mais aussi bien sûr de faire des affaires et d'avoir ces liens économiques avec la principauté. Il y a une petite dizaine de manifestations par an qui sont liées avec la Monaco Economic Board. Presque une par mois, au fond, presque, hein, ça représente. Pratiquement une par mois. S'il y a un voyage officiel que je fais dans un autre pays. C'est le cas de Moscou il y a quelques jours. Hein. C'était le cas. On vous a suivi à Moscou. Où il y avait bien sûr une forte délégation de la Monaco Economic Board et donc qui a poursuivi, si vous voulez, les contacts au niveau économique avec leurs homologues russes. Aujourd'hui, nous sommes dans la Chambre de commerce et de l'industrie de Moscou et nous sommes venus en force avec toute la délégation monégasque pour essayer de maximiser les échanges commerciaux entre Monaco et la Russie. L'immense avantage de Monaco, c'est qu'en étant une place cosmopolite, elle est devenue une place économique importante. Et personne ne se doute à quel point la diversité est l'atout principal de Monaco. Beaucoup de gens pensent que Monaco, ce n'est que du tourisme. Eh bien, pas du tout. Monaco, c'est vraiment un panel d'activités différentes, un panel de technologies, un panel de pôles économiques qui est extrêmement important et surtout avec une vitalité internationale à l'intérieur de la principauté qui est sans égale. Moi, je fais des dîners à la maison avec des amis, pas des où on est, quand on y est 12, on arrive à être 12 nationalités différentes. Un peu moins maintenant, parce que ma femme est devenue monégasque, mais elle est belge d'origine, donc ça veut dire vraiment mondial, quoi. Michel Dota, bonjour. Merci de nous recevoir au Monaco Economic Board. C'est un nom étrange pour une chambre de commerce. Vous pouvez m'expliquer le... Monaco Economic Board, ça parle de soi-même. Nous ne sommes pas seulement une chambre de commerce, nous sommes aussi une agence d'investissement. À chaque mission économique, nous avons des contrats
qui se réalise. Lorsque nous avons été à Moscou, c'était à la demande de notre ambassadeur. Et lorsqu'elle a commencé son organisation, il y avait un côté politique, il y avait un côté touristique, et puis culturel aussi. Et donc, elle a songé tout de suite à un côté économique. Aujourd'hui, de nouveau, nous avons de nombreux propriétaires d'entreprises, donc vraiment des propriétaires d'entreprises, qui s'installent en principauté parce qu'ils y trouvent une qualité de vie qu'ils n'arrivent pas à trouver ailleurs. En partenariat avec le groupe Nice Matin et le Monaco Economic Board, chaque année, 6 trophées sont remis à des entrepreneurs remarquables ayant contribué à la promotion de l'excellence monégasque. Vous, tous choisi Monaco, parce que c'est un lieu unique pour vivre et pour entreprendre au quotidien. Car Monaco, nous le savons, est une terre d'entrepreneurs. C'est comme ça que sont nés les trophées du Club de l'Éco de Monaco. C'est de montrer toute la palette et toute la diversité et toute la créativité du tissu économique monégasque qui est infini. Et on découvre chaque année des parcours individuels, des réussites tout simplement incroyables. L'image traditionnelle de Monaco est modifiée aujourd'hui par cet apport de sang neuf en termes d'économie, de tissu économique et presque de start-up aussi, où on a vu que de très nombreuses chefs d'entreprise choisissaient Monaco pour lancer des sociétés. Tout cela contribue au rayonnement de la principauté, mais aussi à son attractivité économique et de bonne gestion et de bonne gouvernance. Un Suisse et un Monégasque se sont associés pour créer Planet of Finance, opérant dans plus de 60 pays avec un réseau de plus de 22 000 experts financiers. Rien ne mérite d'être entrepris si ça n'est pas au bénéfice de l'humain. Donc les affaires pour les affaires, l'entreprise pour l'entreprise, qui n'a pas pour finalité d'améliorer la vie des humains, ne fait pas de sens. Et c'est un petit peu l'objectif, en tout cas, d'un de nos projets, créer, on va dire, un nouvel écosystème durable. Alors la pétanque, c'est peut-être précisément un endroit où on peut abaisser ces tensions qui peuvent exister dans notre quotidien professionnel. Et nous nous retrouvons parfois autour d'un verre de rosé, d'un poisson grillé ici au Cabanon. Je suis monégasque, donc je viens de Monaco, j'ai grandi à Monaco, je suis né à Monaco, j'ai fait mes études à Monaco. Je suis parti il y a 11 ans de Monaco pour essayer d'aller un petit peu, on va dire, rouler ma bosse à l'étranger. Et j'ai pu rencontrer Olivier Colombin, qui était mon patron à l'époque et qui aujourd'hui est mon associé. Et aujourd'hui, il n'existe pas de moyen standardisé de s'assurer que l'origine de vos fonds est conforme ou est légale. Donc nous nous sommes mis en tête de créer un standard de conformité financière qui s'appelle, pour l'instant le nom de code est Money ID. Cette entité, qui est basée à Monaco, va déployer cette prestation depuis Monaco au travers du réseau social Planet of Finance. Rosemont International est spécialisé dans l'accompagnement, le conseil des entreprises et des particuliers. Le groupe Rosemont a été créé pour les clients internationaux qui sont basés à Monaco. Savoir comment bien structurer et bien gérer leurs biens qu'ils ont en dehors de Monaco ou à Monaco. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour ces personnes de savoir comment détenir et gérer ces biens en toute transparence fiscale. Je chapeaute le département maritime qui est dédié à la Grande Plaisance et dans lequel on va conseiller les armateurs qui sont sur le point de faire une acquisition. On va être un associé en fait du courtier qui lui va vendre le bateau et on va permettre aux clients en fait de s'occuper de tout ce qui entoure en fait l'acquisition et la gestion du bateau. L'idée de Rosemont Consulting, c'est de pouvoir accompagner un client, quel que soit son pays de résidence, pas seulement des clients résidents à Monaco, loin de là, de l'accompagner au niveau international dans les projets à la fois privés ou professionnels qu'il a, qui impliquent plusieurs juridictions. Donc ça peut être une acquisition de biens immobiliers dans un autre pays que son pays de résidence. Ça peut être une acquisition d'œuvres d'art ou d'autres biens de valeur, comme un jet ou un yacht. Ça peut être également un accompagnement à l'international au développement de sa société. Et ensuite d'accompagner ces personnes qui ont des actifs dans différents pays, des projets professionnels ou privés dans différents pays, des changements de résidence, de la planification successorale. Tout ça est fait au sein de l'entité Rosemont Consulting, qui est une filiale du groupe de la société Rosemont Monaco. Monaco représente beaucoup d'attraits, que ce soit au niveau que l'on connaît déjà, comme la sécurité, la stabilité. C'est aussi un lieu excellent pour s'installer en famille avec des enfants. Monaco, c'est
la possibilité d'avoir des structures très flexibles avec des faibles taux d'imposition ou peu de taux d'imposition, en tout cas à titre personnel. Monaco, c'est intéressant pour Rosemont parce que c'est une plateforme où les gens de toute nationalité, toute origine se rencontrent. Et j'ai bien fait de venir parce que j'ai rencontré ma femme et j'élève mes enfants ici. Le Grimaldi Forum est un espace emblématique de la culture monégasque. Avec un design spectaculaire, au concept écologique et durable, ce centre culturel de 70 000 m² est entièrement gagné sur la mer Méditerranée. Il accueille les grandes manifestations, expositions et spectacles de la Principauté. On a la particularité d'être à la fois centre de congrès et centre culturel de la Principauté. Donc, en fait, il y a à peu près 80 événements professionnels de tous ordres, des lancements de produits, des conventions corporates, des grands sommets divers. Donc ça, c'est 80 événements par an, 150 000 personnes. Nous avons également des événements culturels, ceux que nous produisons, ceux que nous accueillons, de grands spectacles qui viennent de l'extérieur, mais également des spectacles qui sont produits par les ballets de Monte-Carlo, l'Opéra de Monte-Carlo, l'Orchestre Philharmonique. Et donc tout cela fait à peu près encore, je dirais, une quarantaine d'événements. Le gouvernement princier et le palais attachent beaucoup d'importance justement à cette mission de service public que nous avons. Le nouveau musée national de Monaco valorise le patrimoine de la Principauté et diffuse la création contemporaine au sein de ces deux lieux emblématiques, la Villa Paloma et la Villa Saubert. Le musée doit toujours être en lien avec le temps présent. C'est ce qui m'a toujours intéressée. C'est pas simplement de montrer des œuvres et tout ça, et puis de les entretenir, de les garder. C'est vrai que c'est ça, mais c'est aussi de transmettre. La princesse Caroline est notre présidente, et elle nous soutient incroyablement. Elle nous pousse même, je dirais. Niçois d'origine, cet artiste contemporain se partage entre Monaco et les États-Unis. Son grand-père, directeur artistique de l'Opéra de Monaco, est à l'origine de l'insigne de la police monégasque, créée en 1976. La Principauté, c'est phénoménal. Hein. Il y a 300 collectionneurs qui sont les premiers collectionneurs art presse, ils vivent à Monaco. Hein. Puis le prince, Régnier est un grand collectionneur, le prince Albert également, et puis ils sont très tournés vers l'art. Ils donnent le ton, en fait. Le prince a voulu me rencontrer suite à la découverte du petit chien, qu'il a beaucoup apprécié. Le prince m'a donné l'opportunité de faire cette exposition. Il m'a donné le musée de l'auto comme terrain de jeu. Il y aura des pièces monumentales, il y aura à peu près une quarantaine de pièces importantes. Alors, c'est le chien de ma mère, c'est un Jack. C'est un chien joyeux. Et donc, on a décidé, après, sur les positions que le chien, sont mes positions à moi. C'est des positions humaines. Mais ce chien plaît à tout le monde. Comme l'exposition se déroulera au musée de l'auto, il doit y avoir quelque chose sur le thème de l'auto, et ça tombe bien, puisque Smart veut, en collaboration avec eux, nous allons faire une Smart Totor, donc qui sera blanche et orange. Les tapis de sol auront des pattes de chien, il y aura la tête du chien sur les sièges, et un chien arrière qui regardera, pas qui bouge la tête, mais qui regardera les voitures qui suivent. Un grand chien restera dans Monaco, mais je ne sais pas encore où. Puis il y a une émulsion au niveau artistique qui est importante qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le studio Shibuya Productions, créé en 2014, est la première société de production qui organise chaque année au Grimaldi Forum ses conférences Magic autour des jeux vidéo, films d'animation et univers des mangas. Chez Shibuya Productions, on produit des jeux vidéo, on produit aussi des dessins animés pour la télévision, Internet ou autre, donc des séries télé d'animation ou des longs métrages d'animation. En fait, choisir Monaco, c'est être sûr qu'on se rappellera de notre société. C'est la société de production d'animation de Monaco. On rencontre des gens très intéressants, ça peut être des investisseurs, ça peut être des célébrités qui peuvent nous servir à doubler certains dessins animés que nous produisons. Il faut savoir que Monaco, là-dessus, est en pointe par rapport au reste du monde. Il est plus facile de rencontrer une superstar à Monaco que la rencontrer chez elle. On est très bien reçu au niveau des différentes institutions monégasques, que ce soit le tourisme, que ce soit les ministères, que ce soit même le gouvernement princier. On est toujours vu d'un œil bienveillant. Et c'est quand même quelque chose qui est, je pense, très important pour un chef d'entreprise. HVMC, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, est destiné à apporter un service d'expertise et de vente permanent pour Monaco et sa région, avec des représentants des plus grandes capitales du monde.
Vous êtes dans l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. La caractéristique de Monaco, c'est évidemment de générer une clientèle très diverse et très internationale. Ce qui fait que, bon, là, récemment, nous avons présenté un tableau de Fontana qui venait du Danemark, par exemple. Voilà. Il y a 3 jours, j'ai fait un inventaire en Belgique, à Bruxelles. Nous avons autour de nous une bonne vingtaine d'experts, donc dans chaque spécialité, ce qui nous permet de répondre enfin, à toutes les demandes. J'ambitionne d'offrir à Monaco l'exposition des dessins de Van Gogh. C'est une découverte qui a un caractère planétaire, mondial. C'est sans doute la plus belle découverte depuis celle du Codex de Léonard de Vinci. Cette publication qui révèle à la lumière 65 dessins de Vincent Van Gogh, c'est sans doute l'événement le plus extraordinaire dans le domaine de l'histoire de l'art qui ait pu survenir ces dernières années. Monaco est appelé peut-être à redevenir, parce que ça l'a été dans le passé, une pièce essentielle du marché de l'art européen. C'est incroyable ce que vous avez précédé cette mode qu'il y a aujourd'hui pour l'écologie, dans son application, j'allais dire, économique, industrielle. Vous êtes vraiment un précurseur là-dedans. Comment vous vous êtes intéressé à ça? C'est une conscience que vous avez eue super jeune? C'est d'abord un héritage familial, un héritage qui vient du prince Albert Ier, qui était, pour son époque, non seulement un aventurier, non seulement un explorateur, non seulement un grand passionné de sciences, même s'il n'était pas scientifique lui-même, mais il s'entourait de scientifiques et il s'intéressait non seulement à l'océanographie, mais à plein d'autres sciences aussi. C'était le premier à se préoccuper de la nécessité de faire des parcs, de s'intéresser à la protection de différentes espèces, de parler de surpêche. C'est aussi avec mon père qui a fait beaucoup pour la Méditerranée, est à l'origine de beaucoup d'initiatives pour la protection de certains écosystèmes et de certaines espèces en Méditerranée. Donc c'est un peu tout cela qui m'a porté à m'intéresser à ces sujets-là. Et puis, en s'intéressant, et notamment dans différents voyages que j'ai pu faire, et particulièrement en océan Arctique, où j'ai compris qu'il y avait une urgence et qu'il fallait agir de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus directe. Alors Monaco pourrait devenir une terre de développement durable, accueillir des activités liées à cette économie nouvelle, qui, dit-on, seront des gisements d'emploi demain aussi. Il y a une commission qui est déjà en place, qui réfléchit à toute la problématique liée à la transition énergétique, à des moyens pour, bien sûr, produire moins de gaz à effet de serre et à entrevoir des mécanismes pour une économie décarbonée, ce que nous essayons de faire, même à notre échelle, même si nous n'avons pas d'industrie lourde, et heureusement. Donc nous sommes en train de mettre en place toute une série de mesures pour aller et pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et que j'ai pu exprimer publiquement à plusieurs reprises, c'est-à-dire 50% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, et puis pour le carbone à l'horizon 2050. Ça peut paraître lointain, mais c'est dans moins de 40 ans maintenant. Lexus est le premier constructeur haut de gamme à avoir incorporé des versions hybrides et électriques. Le prince Albert II a choisi Lexus pour ses performances environnementales. Le prince s'est marié dans Lexus, dans une limousine qui a été conçue pour cet événement. Le prince a choisi Lexus pour sa discrétion, pour son élégance, et puis principalement pour son côté éco-responsable du fait de nos motorisations hybrides. Donc faible émission de CO2 et faible consommation d'essence. Sur un déplacement urbain, on va dire que vous pourrez rouler en 50% électrique. Avec 2000 salariés, 44 nationalités, ESCO est le leader mondial dans le soutien logistique des pays en situation post-conflit depuis plus de 60 ans. Le groupe ESCO a créé Ecosystème, une filiale dédiée à l'humanitaire et au développement durable. Le groupe ESCO, c'était pour faire des services de support à des bases de vie, à des projets à l'étranger dans des zones difficiles. Il y a un grand sommet au Mali on est en train de construire des villas pour les chefs d'État qui vont être présents. C'est un projet qui consiste à construire 14 villas de haut standing pour les chefs d'État qui participeront au sommet. Les autorités maliennes, elles ont identifié une deuxième vie et c'est pas un investissement à perte et surtout c'est pas quelque chose qui va être démonté. C'est du niveau 4-5 étoiles. L'écosystème qui est spécialisé maintenant à suivre les clients sur l'humanitaire.
Le pavillon de Monaco à l'Expo, c'est un bon exemple. C'est un pavillon qui a été conçu avec des matériaux écologiques. La deuxième vie, c'est de démonter les pavillons, de les transporter au Burkina Faso et de les reconstruire comme un centre de formation pour la Croix-Rouge. Voilà, on a deux clients différents. Un, c'était l'État monégasque qui nous a chargé de faire les pavillons. Le deuxième, c'était la Croix-Rouge qui nous a chargé de reconstruire les pavillons au Burkina Faso pour faire un centre de formation. L'écologie, certainement, doit être quelque chose qui, pour tout le monde, pas pour ESCO. On a une planète qui a des problèmes. Aujourd'hui, on sait qu'on consomme plus de ce que la Terre produit et certainement, si on veut penser à notre fils et à notre grand-fils, on doit penser à l'écologie. C'est dans la nature de Monaco d'être, comment dire, un leader dans l'environnement et dans la survie de la planète. Parmi les grands projets, il y a bien sûr cette extension de la principauté et extension du territoire sur la mer, qui sera de 6 hectares. Si on arrive à faire ce projet avec des normes environnementales très strictes, j'espère que ça pourra servir de modèle. Voilà, nous sommes exactement à l'endroit où Monaco va s'étendre sur la mer. C'est le grand projet, un projet qu'on dit pharaonique, 6 hectares gagnés à cet endroit-là, sur la mer ici à Monaco. La société d'exploitation des ports de Monaco gère l'ensemble des ports de la principauté pour répondre à une demande croissante de place. Elle met en œuvre l'extension à Vintimille, en Italie, d'un nouveau port à quelques milles nautiques de distance. Nous sommes, en tant que société, en train de réfléchir à l'expansion des ports de Monaco, entre guillemets, depuis déjà 4-5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, nous avions compris qu'on arrivait petit à petit à saturation. C'est présenté cette occasion du port de Vintimille, ce qui nous fait, nous, doubler notre capacité actuelle. Donc c'est très important. Le groupe Marzocco est la référence de l'immobilier de prestige en principauté de Monaco. Présent depuis les années 80, il est renommé pour ses réalisations d'exception. La tour Odéon, du haut de ses 170 mètres, en est la meilleure illustration pour construire ce qui est avant tout une histoire d'homme. Le penthouse de la tour Odéon est l'appartement le plus cher du monde. Bonjour Claudio Marzocco. Dans quelques années, vous êtes devenu incontournable à Monaco en faisant cette extraordinaire tour, la tour Odéon, qui devient un symbole dans le monde entier de la modernité de Monaco. Comment l'idée de construire une tour pareille est arrivée dans un esprit comme le vôtre? J'ai eu l'idée de faire un tour. Prince Albert a compris l'importance de ce projet et a poussé et a aidé. C'est un peu un concept nouveau dans le sens qu'il y a un peu tout ici. Nous avons la partie logement, après il y a spa, petit café, tabac, business center. C'est un petit village en hauteur. Et passionné du travail, des marbres, de la veine, du bois. Et donc, nous avons mis. C'est notre savoir-faire souvent dans ce domaine. Il y a combien d'appartements dans cette tour? Disons 250. C'est une passion. C'est une passion. Testimonio, ça sera quoi par rapport à Odéon alors? Parce que là, c'est le prochain projet du groupe Marzocco ici à Monaco dans l'immobilier. Il y aura la partie domaniale, sera la tour, pour les domaines, pour les monégasques, et l'école internationale, et pour les promoteurs, il y aura une partie horizontale. Sur la partie rapport avec le gouvernement monégasque, gouvernement princier, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la partie que le gouvernement réserve aux habitants de Monaco dans tout projet immobilier. C'est-à-dire que dans cette tour Odéon, comme demain dans Testimonio, il y a des appartements qui sont réservés aux monégasques, qui sont moins chers que les appartements qu'on peut acheter quand on est étranger. Comment ça se passe, la répartition? Ici, à la Tour Odéon, il y a environ 50%, c'est l'État de Monaco. Qu'est-ce qu'on trouve d'unique au monde à Monaco? C'était ma terre promise, Monaco. À la base de tout, il y a le Prince Albert. Et tu peux parler, s'il y a des projets intéressants, tu peux les proposer et discuter. Monégasque Dream, moi je l'appelle. Parce que vraiment, à la base de tout, il y a la liberté. Après, il y a bien sûr la sécurité, le climat social. Mais à la base, si tu regardes, à la fin de tout, il y a la liberté.
Après plus de 20 ans de relations diplomatiques, la Chine continue d'être fascinée par Monaco. C'est Catherine Fautrier, l'ambassadrice, son Excellence Catherine Fautrier, qui est chargée de ces relations, les relations de Monaco en Chine. Mieux faire connaître la principauté de Monaco au peuple chinois. Il y a tellement de choses qu'on pourrait citer, les ballets, l'orchestre, voilà, les expositions. C'est vrai, on a la chance d'avoir une richesse culturelle absolument incroyable pour un si petit pays. Et c'est magnifique parce qu'en plus, cette culture s'exporte. J'ai toujours travaillé dans des domaines de promotion de la principauté de Monaco, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan culturel, touristique. J'ai occupé des fonctions politiques ici, en Principauté de Monaco, puisque j'ai fait 2 mandats au Parlement. Il doit forcément y avoir une fibre quelque part qui fait qu'on a envie du meilleur pour son pays, et donc on essaye de le montrer sous son meilleur jour et de le promouvoir. Chaque année, la China Night célèbre l'amitié, les échanges économiques et culturels entre la Chine et Monaco. Isabelle Christensen, la grande couturière, résidente à Monaco, nous fait découvrir sa dernière collection. Congratulations for that fashion show tonight. It was amazing. Thank you so much. And a lot of applause. People were very, very, very happy about what they see. That's so nice. Right. Are you enjoying the Monaco lifestyle? And part of your inspiration come from Monaco and that beauty of it. Absolutely. Coming to Monaco was a decision I made because I had many clients here and many friends. And I used to come to Monaco to have what I call peace of mind. Yeah. So that I could sit down and design. Alors, Chris Moore, tu es le fils d'une des plus grandes stars du cinéma. Vous avez vécu dans beaucoup d'endroits dans le monde. Je crois que ton père vous a amené en plus beaucoup sur les différents tournages. Tu as connu tous les pays. Oui. Et tu as atterri à Monaco. Pourquoi Monaco? Le soleil. Non, avant c'était ça. Mais vraiment, c'était quelque chose pour trouver un peu de culture. J'étais pour presque 15 ans aux États-Unis, à Los Angeles. Et j'avais une opportunité de venir ici. J'ai aussi voulu grandir ma famille, alors pour avoir des enfants et pour habiter ici à Monaco, c'est vraiment quelque chose de spécial. La sécurité. C'est la sécurité, la liberté qu'on a, mais plus de ça, c'est la vie qu'on a et l'accessibilité de l'Europe. Si on a 20 minutes pour arriver à l'aéroport, on peut aller partout, on peut travailler en Angleterre ou où on veut, et on peut retourner ici très facilement. Et par exemple, c'est quelque chose qui te plairait, toi, de faire de la production ici, c'est pas simplement de vivre une vie de famille, mais aussi de travailler dans ce métier que tu connais par cœur. Bien sûr, et c'est ça que je travaille à ce moment. C'est pour faire de médias ici à Monaco, de télévision et des films. Créé par la princesse Grace en 1973, le Monaco Ambassador Club œuvre pour le dynamisme économique et culturel de la principauté, participant activement à son rayonnement. Christian Moore en est le vice-président. Princesse Grace a commencé le club pour aider Monaco, pour donner l'image de Monaco au monde. On fait beaucoup d'événements culturels et pour charity. On soutient les associations caritatives et on travaille très proche avec la Fondation Prince Albert pour l'environnement. C'est aussi pour le business, que tout le monde peut venir et discuter. C'est pas seulement pour amuser. Beaucoup de membres sont fait bouger une partie de l'économie de Monaco. On a presque 300 membres. 300 membres, oui, un peu plus que 300 membres, des ambassadeurs de pays différents, les ministres et fonctionnaires importants de Monaco. On ne peut pas choisir quelqu'un comme Goodwill, ambassadeur de Monaco, qu'il n'était jamais là. Il faut être quelqu'un qui connaît Monaco, il fait quelque chose de Monaco, il aime Monaco, il apporte un peu de relations supplémentaires à Monaco. Et c'est ça que les conditions d'être Goodwill ambassador.
Monacosat lance en 2015 le premier satellite monégasque avec la position 52E depuis Cap Canaveral. C'est plus d'1,5 milliard de foyers qui rayonnent grâce à ce satellite. Le président de Monacosat est le consul de Turquie à Monaco. Nous sommes une société monégasque, Space Systems International Monaco. Nous sommes dans le business de espace. Monaco a un grand terrain dans l'espace, qui aujourd'hui, on occupe ce terrain avec un satellite qui on a lancé en avril 2015 de Cape Canaveral avec la fusée SpaceX. Les couvertures de notre premier satellite Monacosat 1, c'est toute l'Asie centrale, la Russie, l'Europe et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. On peut couvrir plutôt 2 milliards de peuples dans notre couverture. C'est un petit peu le plus grand satellite dans la couverture dans le monde. Monaco est un pays neutre, un pays peaceful avec la paix. Quand on a lancé le satellite avec le nom de Monacosat, quand on est allé à tous les pays qui sont dans notre couverture, si on a dit c'est Monacosat, il ne dit rien politiquement, il n'y a pas de contresens, il n'y a pas de différents objectifs. Il nous faut viser l'excellence avec tout ce que l'on peut offrir en principauté. Et on peut toucher, bien sûr, un bassin beaucoup plus large que la principauté elle-même. Ça fait partie du bien-être général. Je pense que ça fait partie d'une société et d'une ville-État qui veut non seulement promouvoir des bonnes pratiques, mais promouvoir aussi le bien-être et le mieux vivre ensemble. Monseigneur, merci de cet entretien chez vous, à Monaco, pour TV5 Monde. Et alors, longue vie et succès au prince Albert de Monaco. Merci.